Bien, nous allons commencer. Donc, merci à tous d'être là ce soir. Merci d'être là pour accueillir Joseph. Merci Joseph d'être venu jusque nous. On est très très fiers de t'avoir ce soir parce qu'on sait que tu as un emploi du temps très 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 chargé. Parce que ce livre à la ligne pour lequel on te reçoit ce soir, c'est quand même une petite merveille que tous les libraires se disputent. Voilà, on se dispute Joseph parce que vraiment c'est c'est tout ce qui fait la littérature. C'est une histoire belle et terrible et complètement ancrée dans notre réalité. Mais en même temps une histoire, un roman. On ouvre le livre et puis voilà, c'est ce genre de livre qu'on ouvre et qu'on ne peut plus refermer, plus du tout. Et on est bouleversé, on rit, et on ne fait pas que rire bien sûr, parce que ce que tu nous racontes c'est quand même assez difficile et assez dur. Et voilà. Et surtout aussi, parce que ça je veux en parler, c'est l'écriture. Parce qu'elle a vraiment une écriture formidable, magnifique. Voilà, une belle surprise, un livre qu'on a découvert avec Nicolas. C'est chouette ça, parce que quand on reçoit les services de presse et qu'on découvre comme ça des livres, oh là là, on s'en rappelle toute notre vie de libraire. Voilà, bon, c'est tout, j'arrête là, parce que sinon je pourrais parler pendant des heures. Et puis, merci encore d'être là. Et puis, juste un petit mot pour vous rappeler que mardi 2 juillet, nous recevrons Gérard Delteil pour le livre qui vient de sortir, qui s'appelle J'ai un blanc, Les Écœurés. Les Écœurés. Un thriller, enfin un livre policier qui nous parle des gilets jaunes, voilà. Et il sera là, donc rencontre animée par Dominique, qui est là. Et il sera là mardi 2 juillet. Voilà, merci. Et je laisse la parole. Merci Catherine. Bienvenue Joseph. Je dois dire que c'est vraiment un grand plaisir pour moi de te recevoir parce que le livre, comme le disait Catherine, est sorti au mois de janvier et très vite il a été remarqué, très vite il a même reçu un premier prix, le prix RTL. Alors je crois qu'il est maintenant doté de 4 prix plus un formidable bouche à oreille des lecteurs. Et c'est vraiment un succès de librairie, ce qui arrive rarement pour un premier roman, et surtout un roman qui est aussi original à la fois dans la forme et dans ce qu'il nous raconte également. Mais peut-être pour faire tout simplement connaissance avec toi, pour ceux qui n'auraient pas encore lu le livre, est-ce qu'on peut dire deux mots de ton parcours, c'est-à-dire que ce livre, à la ligne, raconte une expérience d'intérim dans des usines, de traitement de poissons, d'abattoirs, etc. Mais au départ, tu n'étais pas du tout destiné à ce genre de travail. C'était quelle est ta formation de départ? Est-ce qu'on peut en dire un mot? Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Et puis, je souhaite un vraiment très joyeux 40e presse-papier. Il se trouve que j'ai eu 40 ans aussi. Donc, je suis né la même année que le presse-papier. J'espère pouvoir être réinvité pour le 80e. Donc, on fera tous ensemble. Ou avant. Donc voilà, j'ai vu que ça avait été une belle fête, j'espère que vous en avez tous profité. Donc oui, effectivement, j'ai 40 ans, j'ai fait des études de lettres, et puis je me suis assez rapidement orienté vers le travail social. Et j'ai exercé pendant 10 ans comme éducateur à Nanterre, juste à côté. Tout se passait bien, c'était le paradis. Et puis le truc qui arrive qu'une fois dans une vie, c'est que j'ai eu
une femme m'attendait et j'ai tout quitté pour la rejoindre. Donc j'étais contractuel de la fonction publique. J'ai hésité, évidemment. C'est un choix de vie qu'on fait qu'une fois, et puis je me suis dit, si je ne le fais pas, je regretterai toute ma vie. Et donc je me suis marié en Bretagne. Comment? Non, mais allez-y, hein, si je suis trop chiant, vous le dites, enfin, faut pas que ce soit... Non, je dis c'est normal, c'est une bretonne. Ouais, c'est une bretonne. Et deux fois bretonne parce qu'ilienne. Donc les Iliens, ils sont encore plus... De quelle île? Ah. Vrai de vrai. Ouais, un peu tête de granit quand même, quoi. Oui, Et mais j'ai pas trouvé de boulot, parce qu'en Bretagne, il n'y a pas beaucoup d'embauches dans le secteur social. Et mon épouse m'avait aidé tout ce qu'elle a pu, et il a bien fallu quand même aller travailler. Et ce qui embauche en Bretagne en premier lieu, c'est l'intérim, et c'est l'intérim dans l'agroalimentaire. Et donc je me suis retrouvé à presque 40 ans, sans avoir jamais eu d'expérience ouvrière, du jour au lendemain à bosser, à trier et à cuire des crevettes. Et ça a été un choc absolu, vraiment, parce que j'avais lu quelques livres quand même sur l'histoire ouvrière, j'ai énormément lu Marx aussi, et je me suis rendu compte que très vite, en 2019, rien n'avait changé. On était encore au 19e. Et pour se faire une idée de ce que c'est aujourd'hui l'agroalimentaire en Bretagne, c'est exactement, comme vous l'avez tous vu, quasiment, la scène des temps modernes de Charlot, où il resserre ses boulons. Et il va pas assez vite pour resserrer ses boulons, à un moment. Et les collègues de derrière, il les menacent avec leur clé à molette. Et une fois qu'il a fini le travail, il y a cette scène magnifique où il continue à faire les gestes. Et il y a un chef qui passe et il essaye de lui resserrer le nez. Et le travail à la chaîne, aujourd'hui, c'est encore exactement ça. Si on ne va pas assez vite, c'est les collègues de derrière qui en pâtissent. Ou si le collègue de devant ne va pas assez vite, c'est nous qui en pâtissons. Et sauf que, ben voilà, l'euphémisation des termes fait dire qu'on ne dit plus qu'on travaille à la chaîne, on dit qu'on travaille sur des lignes de production. Et on y reviendra un petit peu après. Sinon, je peux parler pendant 2 heures et Nicolas, je ne sais pas technique. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, je voulais faire déjà une première remarque sur le titre. Ça marche? Ouais. Sur le titre du livre. À la ligne, comme tu viens d'expliquer, ça veut dire, en fait, à la chaîne, c'est une autre appellation. Et ça correspond aussi à la façon dont le livre est écrit, puisqu'il est écrit, vous voyez la disposition, en allant à la ligne comme... presque comme des vers. Alors c'est c'est à la fois un roman, c'est un témoignage, c'est un livre où la poésie intervient quand même beaucoup. Et d'ailleurs, je note là qu'il est sous-titré Feuillet d'usine. Alors Feuillet d'usine, ça me fait penser, j'imagine, tout le monde à Feuillet d'hypnose de René Char, c'est-à-dire un recueil qui a été écrit pendant la période de la Résistance. Et en fait, ça nous donne un peu le ton, c'est peut-être un peu programmatique de ce livre, qui est à la fois un livre poétique, mais aussi un livre de résistance. Complètement. Qu'est-ce que c'est bien d'avoir des intervieweurs intelligents qui ont lu des livres. C'est pas le cas dans toutes les librairies. Évidemment que c'est une référence à Feuillet d'hypnose à double titre. Déjà, je suis un grand lecteur de René Char. Et il y a ce très très beau passage dans l'introduction des Feuillets d'hypnose où il explique que c'est des notes qu'il a écrites au fur et à mesure pendant la guerre et qu'il a ensuite ramassées, retravaillées. Et il dit cette phrase très jolie, un feu d'herbe sèche a aussi bien été leur éditeur. Et ensuite, il y a le feuillet 17, si je ne m'abuse, où il dit, il raconte l'histoire d'un de ses... il était chef du maquis à Céreste, et il dit, Archiduc, qui est le nom de résistance d'un de ses affiliés, a épousé sa vérité quand il a épousé la résistance. Et moi, je crois qu'à 40 ans, j'ai épousé ma vérité de 2 manières. Déjà en épousant mon épouse, et ensuite en épousant l'usine. C'est-à-dire que c'est ou en faisant en sorte que l'usine m'épouse. Enfin, c'est vraiment une épreuve, et c'est un mot qui est très charrien, l'épreuve,
où là je me suis révélé et où j'aurais jamais pensé pouvoir tenir une semaine, 2 semaines, et où j'ai tenu. Et j'ai tenu déjà tout simplement par amour, mais principalement pour les sous. Il fallait gagner ma vie. Et je ne suis pas rentré à l'usine pour écrire un livre, je suis vraiment rentré à l'usine pour gagner ma vie. Et pour revenir, c'est que très très vite, quasiment dès la première semaine, j'écris le soir en rentrant chez moi, pour essayer de consigner ce que je vis. Au départ, je me dis, je vais rester à l'usine 1 mois ou 2, puis quand je serai vieux, à 70 ans, je relirai les 3 pages que j'ai écrites, et je me dirai au moins j'ai vécu ça. Sauf que ça a duré 2 ans et demi, 3 ans. Et j'écris pour vraiment pour lutter et pour pas devenir fou. Parce que sinon, si j'avais pas écrit, je pense que la machine m'aurait complètement bouffé, quoi. Et c'était vraiment un acte vital d'écrire tous les soirs. Vraiment vital. À l'usine, ça va tellement vite, comme je disais, par rapport à la scène de Chaplin, qu'on n'a pas le temps de penser et d'avoir une pensée élaborée. C'est-à-dire qu'on revient tout le temps sur ses pensées, on revient tout le temps sur ses pensées. Et moi, pour essayer de faire en sorte que le temps passe plus vite, j'écrivais dans ma tête, où je me récitais des poésies, des chansons, parce que ça fait gagner 1 heure, ça fait gagner 2 heures, et c'est toujours ça de gagner. Imaginer un texte, ça fait gagner 2 heures. Et le soir, en rentrant, j'essayais d'écrire de la manière dont je pensais quand j'étais sur mes lignes de production. Et normalement, je suis nul en titre. Il y a des gens qui font ça très très bien, mais pas moi. Et je me rends compte que je retourne à ma ligne de production tous les matins. Et que je retourne à la ligne d'écriture tous les soirs. Et donc l'idée de à la ligne, il s'impose en fait assez rapidement. Et c'est pas du tout un truc artificiel, c'est pas une volonté de faire du style comme ça pour faire du style, histoire de dire. C'est vraiment qu'on est sur l'alliance du fond et de la forme. C'est que le fond est la forme et la forme est le fond. C'est vraiment quelque chose de très inhérent et de très pensé dès le départ, quoi. Peut-être avant de lire un extrait, bon, peut-être avant de lire un extrait du début du livre, peut-être pour donner le ton du livre, oui, faire une remarque sur cette histoire d'aller à la ligne, parce qu'en fait, ça donne un sentiment d'immédiateté, parce qu'en fait, dans le roman disons, classique, disons, balzacien, quoi, dont on est encore souvent suivant ce modèle, c'est souvent quelqu'un qui, racontant après, écrit par paragraphe, écrit souvent à l'imparfait ou avec un certain recul, même si c'est au présent, quoi. Alors que là, on a l'impression presque de quelqu'un qui serait en train de travailler, qui non pas lâcherait son travail, mais dicterait au fur et à mesure, ou se dicterait à lui-même, ou prendrait un dictaphone ou quelque chose comme ça. Ce qui explique le fait de ce rythme parfois haché des phrases. Mais peut-être est-ce qu'on pourrait lire le tout début, là, on pourrait aller par exemple jusqu'ici. En entrant à l'usine, bien sûr, j'imaginais l'odeur, le froid, le transport de charges lourdes, la pénibilité, les conditions de travail, la chaîne, l'esclavage moderne. Je n'y allais pas pour faire un reportage, encore moins préparer la révolution. Non. L'usine, c'est pour les sous. Un boulot alimentaire, comme on dit. Parce que mon épouse en a marre de me voir traîner dans le canapé en attendant une embauche dans mon secteur. Alors c'est l'agroalimentaire, l'agro, comme ils disent. Une usine bretonne de production et de transformation et de cuisson et de tout ça, de poissons et de crevettes. Je n'y vais pas pour écrire, mais pour les sous. À l'agence d'intérim, on me demande quand je peux commencer. Je sors ma vanne habituelle, littéraire et convenue. Bien demain dès l'aube, à l'heure blanchie la campagne. Pris au mot, j'embauche le lendemain à 6 heures. Au fil des heures et des jours, le besoin d'écrire s'incruste tenace comme une arête dans la gorge. Non le glauque de l'usine, mais sa paradoxale beauté. Sur ma ligne de production, je pense souvent à une parabole que Claudel, je crois, a écrite. Sur le chemin de Paris à Chartres, un homme fait le pèlerinage et croise un travailleur affairé à casser des pierres. Que faites-vous? Mon boulot, casser des cailloux, de la merde. J'ai plus d'eau,
Un truc de chien ne devrait pas être permis, autant crever. Des kilomètres plus loin, un deuxième occupé au même chantier, même question. Je bosse, j'ai une famille à nourrir, c'est un peu dur. C'est comme ça, et c'est déjà bien d'avoir du boulot, c'est le principal. Plus loin, avant Chartres, un troisième homme, visage radieux. Que faites-vous? Je construis une cathédrale. Puissent mes crevettes et mes poissons être mes pierres. Merci beaucoup. Alors, ce début est tout à fait intéressant parce qu'on y retrouve beaucoup de thèmes qu'on va retrouver dans le livre, et notamment cette parabole de Claudel dont on reparlera peut-être à la fin, puisque le livre a une forme, enfin, sans dévoiler, c'est pas un élément de suspense, ça. Il a une forme, une forme assez ronde, et il reprend cette allusion à Claudel. Et alors, dans ce que vous venez de dire, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est cette blague que vous faites à l'agence d'intérim en citant le vers d'Hugo, de Mandela, et où on vous prend en fin de compte au pied de la lettre. Et je me suis dit, mais voilà, est-ce que c'est pas ça le premier signe du passage de l'état, disons, de quelqu'un qui a fait des études littéraires, etc., qui est toujours donc dans l'auto-référencement par rapport au langage et tout ça, et le monde du travail que vous allez découvrir, enfin le monde du travail de l'usine que vous allez découvrir, où là on n'est pas là pour faire de la littérature, quoi, disons, et où est-ce que ce changement de langage, enfin, puisque vous dites également que l'expérience du travail en usine a changé votre corps aussi, votre rapport au corps, est-ce que c'est pas à la fois un changement de corps, changement de langage, quoi, disons? Complètement. En arrivant à l'usine, très vite, en écrivant, j'ai lu quasiment tout ce qui se faisait en matière de littérature ouvrière française pour, au départ, essayer de trouver du réconfort. Comme quand on trouve un livre qui va parler de sa situation et on va se dire, voilà, lui, il me comprend, je vais pouvoir mettre des mots dessus. Et je vais faire un petit peu d'histoire littéraire sur l'histoire de la littérature ouvrière très vite fait. Littéraire, ouvrière et prolétaire. Ça peut se diviser en trois grands types. Il y a déjà jusqu'à 39, en gros Poulaille, Navel, quelques autres, beaucoup d'ouvriers qui racontent a posteriori qu'ils étaient ouvriers au départ, et puis il y avait quand même un petit peu de paternalisme, un peu d'éducation populaire. Ils ont réussi à s'en sortir de leurs conditions ouvrières et à devenir profs, à changer de boulot. Et ils racontent a posteriori, quand j'étais ouvrier, ça se passait comme ça, c'était pas évident. Il y a toujours le filtre du souvenir qui arrive aussi là-dedans. Mais aujourd'hui, ça va mieux, mais je raconte quand même comment j'ai évolué. Deuxième grand type qui donne lieu à deux chefs-d'œuvre absolus, c'est évidemment la littérature des établis dans les années 70. Linhart qui sort en 78 chez Minuit, et Leslie Kaplan qui publie L'excès l'usine en 82 chez POL. C'est deux bouquins absolument magnifiques sur des intellectuels qui se retrouvent à l'usine, et le but du jeu des établis, leur idée c'était d'arriver pour conscientiser les masses et faire en sorte qu'ils préparent la révolution, parce qu'ils considéraient que la révolution allait partir des usines et des ouvriers. Et ça, je vais faire un parallèle entre je les mets un petit peu de côté, avec les grands reportages qui ont été faits sur la condition ouvrière et la condition prolétaire. Je pense par exemple au magnifique bouquin que vous avez sans doute tous lu aussi, de Florence Aubenas, qu'est Louis Réam. Sur les abattoirs, il y a le Steak Machine de Le Cliché, qui est un très bon bouquin. Il y a des très bons bouquins d'enquête. Sauf que et les établis et les journalistes, ils savent qu'ils peuvent retrouver à n'importe quel moment leurs conditions d'avant. L'établi, ça dure qu'un an. Ensuite, Linhart, il retourne même de conf. Leslie Kaplan, l'exclusine, ça dure 6 mois. Florence Aubenas, son parti pris un peu différent. Elle dit, dès qu'on me propose un boulot stable, je ne veux pas empiéter sur le boulot de quelqu'un qui est dans le besoin, et je retourne à mon poste de journaliste. Sauf que si son travail d'enquête en conditions précaires du côté de Caen, il ne marche pas, elle arrête son bouquin, elle retrouve son boulot de journaliste, pas de problème. Donc ils vont à l'usine pour quelque chose. Moi je vais à l'usine pour les sous. Et à aucun moment je prévois de faire un bouquin là-dessus. J'écris parce que je ne peux
peux faire que ça le soir pour m'en sortir. Et en fait, le parallèle que je vais faire dans l'histoire littéraire, et là je vais retomber sur ta question, Nicolas, tu vas voir par quelle pirouette, c'est sur les écrivains mobilisés et engagés en 14. Je suis né à Reims, donc Reims, on s'est quand même fait passer dessus quelques fois. Et le truc, c'est que c'est des écrivains, je pense à Sandrard, je pense à Genevois, je pense à Apollinaire, je pense évidemment à Aragon, qui était cher, Breton, Céline, qui se retrouvent confrontés, sans le vouloir, sans avoir été préparés, à une réalité qu'ils ne connaissaient absolument pas, qui se retrouvent confrontés à la peur, qui se retrouvent confrontés à la merde, qui se retrouvent confrontés au sang, qui se retrouvent confrontés à la mort, et qui se retrouvent aussi confrontés au bas peuple, au petit peuple, dans son sens le plus noble du terme, par la fraternité de la tranchée. Et moi, toute proportion gardée, j'ai pas fait la guerre, mais je m'inscris dans ce truc-là, c'est-à-dire que du jour au lendemain, je me suis retrouvé confronté au sang, à la merde, aux odeurs, à la mort, aux amputations, et au petit peuple, que je ne connaissais pas de cette manière-là en fait. Et j'ai découvert cette solidarité des gens de peu, de ces vies minuscules, comme le dit si magnifiquement Michon. Et ces gens-là m'ont énormément appris sur moi. Et on voit bien dans tous les récits de 14, et c'est pour ça que je convoque Apollinaire dans les des épigraphes qui sous-tendent le bouquin, à quel point leur écriture, avec cette expérience-là, elle s'assèche, elle devient plus à l'os, ils enlèvent le superflu. Et moi, je ne pouvais pas écrire autrement qu'en enlevant le superflu. Et c'est une expérience du corps qui est aussi une expérience de la langue. Il y a deux auteurs que je m'étonne de pas te voir citer, parce que tu en fais un grand éloge. C'est Thierry Mess pour le Journal d'un manœuvre et Fragmentation d'un... Oui, on dire un mot, peut-être. Parce que pour ceux que ça intéresse, il y a 2 émissions qu'on peut écouter en podcast. Il y a eu un numéro de réplique récemment avec Alain Finkielkraut sur France Culture qui est intéressant, et un numéro aussi au mois de mars, je crois que c'est 29 mars, quelque chose comme ça, de l'émission de Jean Lebrun, dans laquelle on entend justement Thierry Mess parler un peu de son livre, d'ailleurs d'une façon assez lumineuse. Ouais. Tu l'as lu, le Journal des manœuvres? Pas encore? Ah, il faut laisser Thierry Mess, est-ce qu'il y en a qui connaissent? Alors Thierry Mess, c'est quelqu'un qui a une histoire incroyable et complètement tragique. C'est un homme qui arrive du côté d'Agen. Il était dans la banlieue parisienne. Il a toujours énormément lu, il n'a jamais eu beaucoup de sous. C'était un homme qui faisait des chantiers, qui a fait plein de petits boulots, et en fait il s'est pris de passion pour les livres, et il a acheté ses bouquins chez Emmaüs, parce que ça coûtait moins cher. Et il arrive du côté d'Agen avec sa femme, et il tient le Journal d'un manœuvre, donc c'est publié en 90 chez l'Arpenteur, où il raconte ce que c'est qu'un chantier de construction, parce que pendant 1 an il construit une maison, et on va l'écouter juste après, vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est beau. Et c'est une de mes profs qui me l'avait conseillé au milieu du moment où j'écrivais à la ligne. Elle dit: est-ce que tu connais Thierry Mess? Je dis: non, pas du tout. Et je lis, et c'est le seul bouquin ouvrier qui est trouvé grâce à mes yeux, parce que c'est déjà assez magnifique. Et la manière dont il écrit, alors même que je ne le connaissais pas, ça se rapproche un petit peu de mon écriture à moi. C'est-à-dire qu'il arrive à écrire les silences. Moi j'aime bien les gens qui arrivent à écrire les silences, les doutes, les interstices, les zones d'ombre. Et c'est devenu un des bouquins que j'ai le plus offert de ma vie, tellement c'est merveilleux. Et sauf que malheureusement Thierry Mess, il avait 4 gosses, et il a un enfant qui est décédé fauché dans un accident de bagnole. Et là, ça a été le début d'une descente aux enfers totale. Médoc, alcoolisme, il s'interne volontairement par 2 fois. Et il écrit du
d'une expérience d'asile, un bouquin qui s'appelle L'homme qui penche, qui est complètement bouleversant aussi. C'est absolument exceptionnel. Et je ne cesse... ma plus grande fierté avec À la ligne, c'est qu'en fait, il réédite Thierry Mess maintenant, parce que j'en parle tellement que ça c'est plutôt chouette de continuer à faire vivre des bouquins autres que le sien. Et effectivement, j'étais invité chez Jean Lebrun en mars, et on parle de Thierry Mess, et il me dégote une interview complètement que personne ne connaissait parmi toute la bande de copains qui sont intégristes de Thierry Mess. Et je vais vous la mettre parce que c'est absolument... J'espère qu'on capte. Et en fait, ce qu'il dit, c'est ce que je disais à Jean Lebrun après, je lui dis mais je ne veux même pas parler après ça parce que je vais avoir l'impression d'être un perroquet qui bégaye, quoi. On est exactement dans le... Et qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Et si vous allez du côté d'Agen, il y a une exposition qui lui rend hommage à la médiathèque d'Agen jusqu'au 29 juin. Voilà, si vous avez des... Ah oui, non mais peut-être aller du côté d'Agen. C'est vraiment c'est un homme qui vit plus de sa truelle que de sa plume, parce que c'est difficile. Je crois que ses camarades de travail ne savent pas qu'il l'écrit, et il écrit des textes très très forts, mais très 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 forts. C'est un homme qui habite près d'Agen, dans le Lot-et-Garonne, et c'est là que Véronique Ollet et Claire Baudéan l'ont rencontré. Après mes études, j'ai commencé à travailler comme coursier, chauffeur-livreur, à faire des livres en intérim déjà. Et en 1977, on est venu s'installer ici. Le travail sur le chantier, oui, c'est un travail qui demande toute la présence physique, mentale, qui vous bouffe. Et à la fois, c'est comme une exclusion en quelque sorte. On est quelque part, on n'a pas l'impression que ça ait un sens en quelque sorte. Parce que c'est toujours de la besogne. On a l'impression que c'est quelque chose qui ne finira pas, qui n'a pas de but, et qui emprisonne, qui incarcère l'individu dans ce qu'il est. C'est facile de regarder extérieurement, il m'est arrivé de le faire, un chantier comme ça, de voir les hommes engagés dans toute une série de gestes, très précis d'ailleurs, et s'engluant finalement dans leur construction, faisant partie intégrante de ce travail. Leurs vêtements d'ailleurs sont très visibles, leurs mains, leur visage. Je pense qu'ils n'ont pas les moyens d'exprimer tout ça. Qu'on les a attachés à quelque chose et qu'ils essayent de s'en défaire. Mais ils n'arrivent pas à le dire. Mais moi, parce que je viens avec l'écriture, parce qu'il y a une parole possible, toute poésie c'est une parole possible justement, je me dois d'en témoigner. Alors est-ce qu'il s'agit d'une mission? Je ne sais pas, mais un témoignage un peu. Et un témoignage d'exigence. Ne pas laisser toutes ces choses nous passer sous le nez finalement, alors qu'elles sont notre vie. Elles sont nos instants. Elles sont la nourriture. Le malentendu serait de faire du manœuvre quelqu'un de misérable et de faire de son journal un livre ouvrieriste, misérabiliste, de militantisme. Non, c'est pas ça. C'est cette écriture qui cerne l'instant et qui cerne le dérisoire. Mais est-ce dérisoire justement? Le livre se pose toujours cette question-là. Très beau témoignage qu'on peut retrouver donc, dans cette émission, qu'on peut podcaster facilement. Je vais reprendre là d'ailleurs en vrac quelques thèmes qui sont dans ton livre et qui étaient évoqués aussi à l'instant, notamment ce qu'on pourrait rapporter de cette expérience un peu de bourreau de travail, si vous
dire, c'est que tout d'abord, le sens du mot travail change complètement, quoi, évidemment, entre les missions d'aide sociale, etc., que tu faisais avant, et le travail à l'usine. C'est le même mot, mais c'est évidemment pas, ça désigne pas la même chose. D'autre part, on a fait une allusion tout à l'heure, le vocabulaire à l'usine est très inventif, enfin change complètement, c'est-à-dire les choses sont restées les mêmes, la ligne, le contremaître, je sais pas quoi, mais les mots ont changé, enfin ils ont des appellations un peu plus barbares, disons. Et quant à l'ouvrier, alors là on retrouve un thème philosophique qui est tout à fait identifiable, qui est dans Marx, c'est que l'ouvrier est totalement dépossédé de son travail et de sa force de production. En fait, ce qu'on lui achète, c'est son corps, c'est sa force de travail. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Non, je peux passer à autre chose, hein, sinon c'est pas grave. Non, alors une dernière chose d'ailleurs, c'est que un élément qui est toujours très important dans un roman, c'est l'élément du temps. Et là, on s'aperçoit aussi que le temps du travail commande le temps des loisirs, en fait, colonise, si je puis dire, le temps des loisirs, et peut-être aussi, finalement, le temps de l'écriture, c'est le seul temps qu'on arrive à échapper à l'usine. Alors, il faut toujours savoir d'où l'on parle et d'où l'on écrit. Encore moins qu'ouvrier, c'est que je suis resté pendant toute cette expérience intérimaire. C'est complètement différent. C'est-à-dire que l'intérimaire, il vend sa force de travail à une agence d'intérim qui va le placer dans une usine. Donc on a la double injonction des chefs, on a les chefs de l'intérim et on a les chefs de l'usine. Et il faut tout le temps jongler entre ça. En sachant que, voilà, c'est pour ça que ce roman aussi parle d'une situation sociale de la France en 2019. À la différence des bouquins écrits dans les années 60, on n'est plus dans une situation de plein emploi, du tout. Et on sait qu'en tant qu'intérimaire, on peut se faire virer du jour au lendemain. Et qu'il y aura 10 personnes derrière qui vont pouvoir remplacer. Donc, quand on est intérimaire, les chefs, évidemment, de l'usine proposent proposent pas. Pourquoi ils proposeraient ? Ils imposent les postes que les titulaires en CDI ne veulent pas faire, parce que c'est les plus difficiles, ou les plus dégradants, ou les plus pénibles. Et en tant qu'intérimaire, on n'a évidemment pas le choix. Quand on est intérimaire, généralement, dès qu'il y a des heures sup à faire, le chef vient te voir et te dit: est-ce que tu veux faire... Enfin, tu peux continuer encore un peu. Il dit: bah voilà, tu vas dire non une fois, tu vas dire non 2 fois. Le chef va te dire: bah, c'est pas la peine de revenir, tu veux pas travailler. Tout simplement. Ce que je raconte à un moment, quand il y a des grèves dans l'usine, forcément, on fait appel au mépris de toutes les lois du Code du travail, mais ça, la grande industrie s'en fout complètement de toutes les lois du Code du travail. On fait appel à une pelletée d'intérimaires qui viennent remplacer. Et donc, moi, ça m'est arrivé de faire des journées de 4 heures du mat, pardon, parce que je commence généralement à 4 heures du mat, de 4 heures du mat à 15h30, avec une demi-heure de pause, de poste à poste. C'est-à-dire de poste à poste, c'est le temps d'être ici, de retourner au vestiaire me changer, de descendre fumer. J'avais une pause d'1/4 d'heure effective. Voilà. C'est ça la réalité de la France aujourd'hui, encore dans des usines de 2000 personnes qui se battent juste pour préserver leur boulot. Parce que les usines, on n'en parle plus du tout. On en parle juste à un moment, c'est quand il y a des gens qui se battent pour préserver leur emploi à la suite de plans sociaux. Comme le dit justement Thierry Mess, ces gens-là ne s'accordent pas le droit de prendre la parole. Et ce qui est merveilleux avec ce livre, c'est que, justement, moi je pensais que la forme était super exigeante, mais paradoxalement, mes collègues ouvriers, c'est beaucoup plus facile de lire ça pour eux que si j'avais fait des gros blocs de paragraphes. Et de toute façon, j'aurais pas pu écrire avec des gros blocs de paragraphes parce que ça n'aurait pas reflété l'essence de ce que je voulais raconter. Et ce livre, c'est
aussi une grande joie, que ce soit une fierté dans le monde ouvrier. Et que les collègues et les collègues d'autres usines de France le portent, se l'offrent, se l'approprient, le lisent entre eux à la pause. J'ai plein d'histoires de lectures ouvrières qui sont toutes plus bouleversantes les unes que les autres. Parce que c'est pas que des illettrés comme certains voudraient le faire croire, quoi. Merci. D'ailleurs, il y a, je compte en parler après, mais enfin parlons-en tout de suite, quelque chose de justement qui touche beaucoup dans ce livre, c'est justement la culture populaire. La poésie, etc., qui est véhiculée auprès des dieux, ayant la gloire des dieux. Il me montra la vie Gilles. qui descendait des cieux, auprès des dieux, ayant la gloire. C'est un chant de neige en plus. C'est beau. Ça va les paroles. Je vais essayer de parler fort. Ouais, parlez fort. Vous dites si on n'entend pas. Non, je disais que ce qui est très touchant aussi et qui, je pense, a vraiment séduit beaucoup de gens dans ce livre, c'est que tous ces vers, toutes ces proses sont tissés de souvenirs, de chansons, de citations de poèmes, et parfois des choses, on a cité Apollinaire tout à l'heure, mais il y a aussi, par exemple, les chansons de Trenet qui viennent très, très souvent commenter un peu ce qui se passe et puis donner une pointe d'énergie comme Trenne dans ces journées. Il y a des citations de Barbara, de Vian. Vous dites que j'avais noté ça quelque part, vous faites un très bel éloge de Trenet en disant que oui, Trenet me sauve le travail et la vie tous les jours. Voilà. Et beaucoup de citations de chansons de Brel aussi. Enfin, bon, donc cette culture populaire se mêle, se tisse avec l'héritage poétique français. Et peut-être je peux dire un mot. Essaye de reprendre le micro là. Parce qu'il y a un moment tu fais. Attends, je te voilà. Vas-y. Non, ça n'a pas la marche. Ah voilà. Voilà. Parce qu'à un moment tu fais des déplacements en voiture pour une mission et tu vois défiler tous tu énumères les villages par lesquels tu passes et tu cites un poème d'Aragon qui s'appelle Le conscrit des 100 villages, qui est dans la Diane française, c'est dans des périodes des poèmes de la Résistance, et où en fait il raconte l'histoire d'un conscrit, enfin probablement d'un clandestin, qui passe de village en village comme ça. Il y a toute une énumération qui est extrêmement belle, et en fait dans ton texte tu fais une sorte d'imitation, si on peut dire, de ce texte. Donc voilà, il y a tous ces jeux, les jeux sur la chanson, sur l'imitation, sur des réminiscences, parfois des simples allusions. J'ai noté, je sais plus quoi tout à l'heure, oui, par exemple, à un moment tu dis, alors ça c'est peut-être moi qui surinterprète, hein, je ne sais pas, à propos du geste d'écrire, tu dis, en écrivant ces mots, je continue à dépoter les lieux communs, parce qu'il travaille dans l'usine de poissons à ce moment-là. Et le vers « en écrivant ces mots », ça me fait penser à Villon, c'est en écrivant cette parole, un peu que le cœur ne me fend. C'est la même formule. Et en plus, il y a
sorte de jeu de mots, je ne sais pas s'il est volontaire, enfin j'imagine que oui, il est volontaire parce qu'il dépote des tas de poissons, dont des lieux, et il dit qu'il dépote des lieux enfin il y a un jeu comme ça qui est très savoureux sur la langue et sur la poésie. Waouh. Alors, déjà, je fais aucune différence entre guillemets culture populaire et culture savante. Je comprends pas cette distinction. Enfin, c'est rigolo parce qu'il y a des moments où je cite aussi Vanessa Paradis. Et hier j'étais à la Maison de la Poésie avec des grands pontes de la littérature française, Guindé, là, tout ça. Et il y en a un qui est venu me voir, je dirais pas son nom, et il m'a dit ah, et moi aussi j'adore Vanessa Paradis. Mais dis-le mec, c'est pas grave quoi, enfin tu vois, il y a aucun... Moi j'adore Vanessa Paradis, quoi. Il y a des chansons que je trouve extrêmement bien écrites. Voilà, et puis ça m'imprègne de partout, il y a plein de choses qui... Effectivement, Villon, Dieu sait si juste étudié, du temps de ma jeunesse folle et à bonne mœurs dédiée, juste maison et couche molle. C'est un peu aussi, pour faire un parallèle, quand il y a des écrivains, alors moi j'ai encore moins cette expérience-là, mais dans l'univers concentrationnaire qui se racontent qu'ils récitent des poèmes pour tenir le coup. Parce que le poème ou la chanson, ça a cette litanie qu'on ne... Bien sûr que je suis un grand lecteur de romans, mais j'aurais du mal à citer des pages de Flaubert en entier, quoi. Par contre, les poésies, ça vient de très très loin. Il faut remercier les profs qui continuent à faire apprendre des poésies, parce qu'il y a le rythme, parce qu'il y a la rime. Et c'est quelque chose auquel on peut s'accrocher. Et c'est pour ça que la poésie et la chanson ont une telle importance là-dedans, parce que je me récitais beaucoup plus de poésie que de pages de Flaubert ou de Dumas, quoi. Et pourtant, je suis un grand lecteur de Dumas, mais c'est beaucoup plus dur de se réciter ça, alors que voilà, le rythme, c'est quelque chose qui vient en plus lutter contre la cadence de l'usine. La cadence, on fait toujours le même geste, la même minute. Et donc ce rythme-là, c'est une façon de se réapproprier par l'intelligence, par la culture, par le savoir, la cadence qu'on m'imposait. Et il y a deux, trois qui sont planqués comme ça, qui sont un peu souterraines, cachées. Pour voir un petit peu, voilà, j'allais pas venir avec mes grosses bottes en mettant des notes à chaque fois, ceci est une référence à cela, ceci est une référence à cela. Mais il y en a deux, trois, on peut s'amuser à les trouver. On peut jouer tous ensemble sur une. Comme ça nous fait relire un petit passage. Parce qu'il y a souvent des libraires qui me demandent de lire ce passage-là, en étant très représentatif, trouve-t-il, du bouquin. Et donc on va faire un petit jeu littéraire. Vous allez... Ouais. Il y a un autre que je n'ai pas cité qui est très important, c'est Boris Vian avec sa chanson Les Joyeuses Bouchées. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, il y a tout un texte parce que oui, évidemment, je pensais, c'est Les Joyeux Bouchés. Il faut que ça saigne. Et alors, où est-ce qu'il se cache? Tac, tac. Voilà, les bouchers n'avaient pas spécialement l'air joyeux hier en visitant l'abattoir. Alors, je vais le retrouver. Un peu après. Je te laisse en attendant. C'est bon, je l'ai. Voilà. Et écoute attentive. À l'abattoir, au mauvais jour, on disparaît sous la production d'animaux morts. Un amas d'eau, d'abat, la chair, du sang. On n'y croit plus, on n'y croit pas, fatras d'abat. Hallucination du trop d'animaux morts. Pourquoi? Pour qui? On a mal au dos, au bras, partout. Mais on y croit à la fin du jour, du mois. Au pognon pris sur nos mots, sur nos dos, sur nos bras. Il y a la nuit sans fin dans l'infini couloir. Au bonjour, il y a tout ça qui n'a pas un poids si lourd. Nos chansons, nos mots. Ça va au fond, un travail a toujours valu un travail. À l'abattoir, on y croit pourtant un jour, à la disparition du travail. Mais quand, putain, mais quand? Bon, bah c'est petit, mais... Quelqu'un a une petite idée. Il y a un indice,
pénultième phrase, à la disparition du travail. C'est un hommage à Pérec. Donc sur ce chapitre-là, je me suis amusé, entre guillemets, c'est pas de l'amusement pour l'amusement. Il y avait une copine sur Facebook qui avait publié une interview de Pérec au moment de la disparition. Et le journaliste n'avait pas vu du tout qu'il manquait, enfin que l'objet du bouquin, c'était que ce soit un lipogramme en E, quoi, et qu'il n'y ait pas de... Et donc, Pérec, il est super malicieux pendant l'interview, il fait style comme ça, et il s'amuse par moments à mettre des phrases que sans E, et l'autre ne comprend absolument pas. Et moi je rigole, et déjà on essaye avec mon épouse, pendant tout un week-end, on était un peu con quand même ce week-end-là, de se parler en lipogramme en E, c'est-à-dire de faire des phrases qu'avec toutes les autres voyelles sauf le E. Et du coup on s'est engueulé beaucoup moins vite, parce que le temps de réfléchir, c'était quand même un peu plus... c'est un bon exercice, vous pouvez vous amuser. Et surtout, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire un chapitre sans E à l'usine. Et je me dis, non, à l'usine, ça marche pas. Par contre, à l'abattoir, ça passe. Et comme je le disais tout à l'heure, le but du jeu à l'usine, c'est de faire en sorte que le temps passe plus vite. Et en essayant d'échafauder tout ce texte-là dans ma tête, j'ai gagné 3 jours de boulot. Parce que je réfléchissais à tous les mots qui pouvaient correspondre à l'usine dans lesquels il n'y avait pas de E. Et c'est une mise en abîme complète de ce bouquin, parce que ça résume le fait que la référence littéraire, elle est perçue, elle n'est pas perçue, c'est pas grave. Si elle est perçue, ça me fait rire, ou ça va faire plaisir au lecteur. Si elle n'est pas perçue, tant mieux. Mais ce foutu chapitre-là, il m'a fait gagner 3 jours de boulot. Et quand je dis la littérature m'a sauvé la vie, j'aurais pu me prendre la gueule pendant 3 jours avec mes chefs, mais non, je pensais juste à mes mots sans E. Abat, os, sang, abattoir, travail. Et c'est, la matérialisation du fait que, moi, la littérature m'a sauvé la vie, quoi. Si j'avais pas eu ça, je pense pas que j'aurais tenu, quoi. Et il y en a 2-3 autres, vous pouvez vous amuser. J'aimerais revenir aussi sur le thème de la guerre et aussi le thème de la mort au travail. Parce que au bout d'un moment, travaillant dans ces abattoirs, non pas à abattre les animaux, mais à nettoyer ou à découper, etc., tu d'abord fais une référence au film de Franju, Le sang des bêtes, et tu t'interroges sur la part d'humanité qui est atteinte là-dedans. C'est-à-dire, est-ce que je ne suis pas un rouage d'un grand mécanisme, et on voit tout de suite à quel philosophe on pense, quoi, qui permet d'accomplir quelque chose d'inhumain, finalement. Alors, ce problème, on le trouve dans le travail, donc on le trouve aussi chez Hannah Arendt, on trouve Simone Weil, on trouve aussi il y a des allusions philosophiques à la Boétie, par exemple. Et d'autre part, est-ce que oui, et est-ce qu'il n'y a pas un lien avec le thème de la guerre, puisqu'à un moment tu fais un parallèle entre les tranchées, la pause, le moment où on va monter au front, c'est une guerre perpétuelle. C'est une guerre contre le temps, c'est une guerre contre la cadence, c'est une guerre contre la douleur, c'est une guerre contre les chefs, et c'est surtout une guerre contre soi-même. Après, sur la question de la banalité du mal et comme tu convoquais très justement Arendt, que j'interroge à des moments, oui, je me dis, moi, petit mec qui participe d'une entreprise de l'industrie de la mort, parce qu'on est quand même dans l'industrie de la mort, quoi. Faut pas oublier que les autres... en gros, l'agroalimentaire, à la différence des autres usines, l'agroalimentaire, c'est dans la déconstruction.
Les autres usines, c'est dans la construction. Une voiture, on part de rien pour arriver à une voiture. L'aéronautique, c'est pareil. L'agroalimentaire, c'est l'inverse. On part de quelque chose, on part d'une vache pour en faire un steak. On va faire simple. Donc, c'est pas du tout le même rapport aux choses. Et l'agroalimentaire, pour faire un petit peu un petit cours... ouais, on part d'un ouvrier pour en faire un corps. Ouais. Pour faire un petit cours d'histoire sur les abattoirs, si vous ne connaissez pas. L'abattoir, il se développe principalement à Chicago à la fin du 19e. Ça devient la ville d'abattoir. Il y a plusieurs très beaux bouquins écrits là-dessus. Et à Chicago, c'est le premier endroit où ils ont l'idée absolument géniale d'utiliser ce qui va révolutionner toute l'industrie, c'est le tapis mécanique. Et le tapis mécanique, c'est ce qui permet à faire en sorte que le travail aille à l'ouvrier et que l'ouvrier n'aille plus au travail. Donc c'est un gain de temps. Donc c'est un gain d'argent. Donc ils baissent les salaires. Donc ils embauchent en masse. Vous pouvez relire la très belle jungle de Todd Sinclair qui est paru en 1905, qui est un bouquin qui a été vendu à 1 million d'exemplaires à l'époque et qui est le premier bouquin d'enquête sur les abattoirs et qui est le premier bouquin qui a donné lieu à une enquête de la commission parlementaire américaine pour améliorer les conditions de travail aux États-Unis. Il y a des passages où absolument rien n'a changé. Donc on est à Chicago, tout se passe bien, et notre ami Henry Ford vient en visite de Détroit. Et se dit, mais ce qu'ils font avec leurs vaches, c'est absolument génial, moi je vais faire pareil avec mes voitures. Il retourne à Détroit, il applique son modèle devenu célèbre, et sauf que très vite, et c'est là où il y a la grosse différence, c'est que les pièces pour les voitures vont se standardiser. Donc c'est-à-dire qu'il va pouvoir remplacer au fur et à mesure les ouvriers par d'autres machines qui vont faire le travail des ouvriers. Aujourd'hui, pour avoir discuté avec pas mal de collègues qui bossent dans l'aéronautique ou qui bossent dans l'industrie automobile, il n'y a presque plus d'opération de production. C'est-à-dire que l'ouvrier s'assure juste du bon fonctionnement de la machine. Alors que l'abattoir, encore aujourd'hui, il y a une vache qui va arriver, elle va faire 200 kg. Après, il va y avoir un taureau de 600 kg. Le mec est simplement affecté, par exemple, à découper, à déjointer. Mettons, on va déjointer le genou de la vache. On ne va pas pouvoir faire une machine. Il n'y a que l'ouvrier qui va sentir exactement où est la jointure de l'os. Pour enlever le gras d'une vache, la machine, elle ne peut pas. Elle ne sait pas où est le bon gras, où est le mauvais gras. Le bon gras, il est dans l'entrecôte. Par contre, dans le rump steak, il faut enlever tout le gras. Et de fait, les abattoirs et l'agroalimentaire, c'est et partout dans le monde, les dernières entreprises où il y a le plus d'ouvriers qui continuent à produire. Et en plus, ces gens-là, ils ont des couteaux. Donc les accidents sont quand même complètement... Moi, l'abattoir où je bossais, on était 2000 titulaires plus 1000 intérimaires. Chacun a 5 couteaux. Ça fait 15 000 couteaux qui se baladent. Ils sont quand même bien affûtés. Les gens ont beau avoir des codes de maille, enfin on a des codes de maille comme les chevaliers du Moyen-Âge. Hein. Faut pas s'imaginer autre chose, quoi. Il y a toujours des accidents. Il y a toujours des accidents. Et la question de la mort, c'est évidemment, on sait que les ouvriers ont une espérance de vie carrément inférieure à la moyenne. Moi, j'ai vu des mecs de 58 ans y passer. Ou à 62 ans, 2 semaines après la retraite, tout le corps qui lâche. Tout le corps qui lâche. Moi, j'avais plus le même corps. Encore aujourd'hui, j'ai grossi les articulations. Mon alliance, je ne peux plus la mettre à mon... Je suis obligé de la mettre à mon auriculaire. Je ne peux plus la mettre à mon annulaire, en fait, tellement. Les articulations, elles ont grossi. En 5 ans, les mecs, ils peuvent plus plier les doigts, quoi. Et ça devient des robots qui sont sacrifiés sur l'autel de la productivité, quoi. Parce que l'industrie n'en a rien à foutre. Vraiment rien à foutre. J'ai vu des mecs arriver à 58 ans en tant qu'intérimaires parce qu'il leur manquait quelques trimestres pour la retraite. Et sauf que le patron, il s'en fout des 58 ans. Il te met à la tâche la plus difficile parce que les titulaires veulent pas la faire. Et si le mec fait qu'une semaine, au moins il aura fait une semaine. D'ailleurs, je ne sais pas si tu veux en parler, mais tu parles à un moment de tout ce qui est produit enfin des tonnes de crevettes, de viande, etc. Et tu dis, mais
c'est pas possible, on peut pas consommer tout ça. Pourquoi est-ce qu'on produit tant? Là, il y a une question qui est vraiment tout à fait d'actualité sur le... Ça, j'ai aucune réponse. Je sais juste que quand j'ai été affecté à la cuisson des bulots, j'ai fait ça pendant 2 mois, l'hiver. Les bulots, moi-même, quand j'en ai 2 sur mon plateau de fruits de mer, tellement c'est dégueulasse, je les mets de côté, je ne peux pas les bulots. Et on cuisait 15 tonnes de bulots par jour. 15 tonnes de bulots par jour. En fait, ils congèlent des bulots toute l'année et ils les font cuire pour la période des fêtes. Et comme ça revient moins cher d'embaucher un intérimaire plutôt que de construire une machine, en fait, c'est des immenses cartons de 500 kg de bulots que moi, je devais vider à la pelle dans le tunnel de cuisson. Ils auraient pu juste construire une machine qui vide le carton, mais non, ça coûte moins cher d'embaucher un intérimaire, donc embauchons un intérimaire. Et je me dis 15 tonnes de bulots par jour, et je ne sais pas où ça passe, quoi. Je ne sais pas où ça passe. À l'abattoir, à côté de l'abattoir, il y a une usine Nestlé Purina Croquette. Juste à côté de la route en face. Tu vois où ça passe, quoi. Farine animale, et il y a des éleveurs qui élèvent des vaches, pas des vaches à lait, pas des vaches de boucherie, des vaches à viande. Il y a des éleveurs qui élèvent des vaches qui vont juste être destinées à finir en croquettes pour animaux. Après, le truc, c'est que je raconte pas dans le livre, je raconte pas les 3/4 des trucs les plus glauques que j'ai vus. Parce que, comme je disais tout à l'heure, comme j'écrivais pour me sauver, moi je me sauve par la littérature. Si j'y vais en mode reportage, c'est pas, ça fait pas du tout le même bouquin. Et les gens s'en emparent pas de la même manière. Et en plus, si j'y vais en mode reportage, il y a une question qui m'a été posée il n'y a pas longtemps en librairie, et que je raconte les 3/4 des trucs les plus glauques que j'ai vus, je sais que c'est... je donne des noms, forcément, j'en ai, j'ai des trucs que je pourrais dévoiler, mais sauf que ça va foutre 25 collègues avec lesquels j'ai bossé sur la paille, quoi. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Ils vont pas retrouver de boulot, ils vont être grillés, ça va foutre 25 familles sur la paille, et moi j'ai pas les épaules pour supporter ça. Mais par contre, le fait que je vienne avec la littérature, eux peuvent se l'approprier et se sentir fiers et nobles de leur travail. Donc, et puis oui, si je fais un reportage, c'est pas les chefs qui vont prendre, c'est les petits gars comme vous et moi. Il faut dire d'ailleurs que, tu l'as dit plusieurs fois dans des interviews, mais avant que le livre ne paraisse, tu l'as envoyé le service de presse au patron de l'usine où tu travailles en intérim, et que le résultat était immédiat, puisqu'il s'est fait virer tout de suite. Le contrat n'a pas été reconduit. Et bon, ouais, je voudrais revenir sur une chose, tu me dis si tu veux pas qu'on parle, qui se trouve vers la fin du livre et qui fait le lien justement avec ce thème de la guerre de 14 qui revient souvent avec Apollinaire, qui revient souvent, et qui est, alors là pour le coup, une idée romanesque géniale, enfin géniale, qui est bien avancée en tout cas, et qui est le parallèle que tu fais à 100 ans de distance avec le grand-père de ta femme, qui est mort, enfin qui s'est fait tuer pendant la guerre de 14 au chemin des Dames, devant une ferme, d'ailleurs, une ferme qui s'appelle Hurtebise. Ce qui m'a fait, c'est sans doute la ferme ne l'a pas fait exprès, mais ça m'a fait penser quand même à Hurtebise de Courtauld, qui est un peu l'oncle de ma femme. Et pourquoi c'est dit ça? Oui, parce que l'histoire personnelle et la grande histoire, disons, là se rejoignent, et en fait toute la fin du livre est faite comme ça. C'est pour ça que je disais qu'elle était ronde tout à l'heure, parce que la guerre du travail
va trouver à s'exprimer en une guerre intime, par exemple, à travers le personnage de la mère. Il y a la guerre, enfin pas la guerre, l'histoire intime qui est l'histoire d'amour, parce que c'est aussi un grand roman d'amour, ce qu'on a oublié de dire, avec ton épouse. Et il y a aussi des moments où on a oublié de le dire aussi, où on rit beaucoup et où il y a des moments de vie extraordinaires, notamment avec le petit chien Poc-Poc, là, qui est vraiment l'antithèse de tout le reste. L'animal mort. Et également, et oui, et en plus le surgissement, alors là, moi je croyais que c'était une invention tellement, d'un ancêtre poète qui est un poète du 16e de la Pléiade, et qui est en fait un de tes ancêtres. Donc tout ça se retrouve tout à fait en rond, quoi. À la fin, ça se termine vraiment sur soi-même de façon très harmonieuse, d'autant plus que le livre se termine sur une grande page d'amour, on dira pas pourquoi, mais à l'adresse de la femme, qui se termine d'ailleurs un peu comme on peut dire que c'est comme un envoi à la fin d'un poème. Et il se trouve que son anniversaire, ça tombe le jeudi de Pâques, et jeudi de Pâques, ça m'a fait penser, parce qu'il parle de Claudel, ça m'a fait penser au poème de Claudel, La nuit de Pâques. Et la nuit de Pâques, Claudel qu'on avait au tout début du livre, vous voyez, tout se rejoint comme ça d'une façon harmonieuse. Pourtant, j'ai une question qui m'intrigue, c'est qu'à la fin, on ne sait pas exactement si l'histoire, si le livre est fini, parce qu'on dit qu'on va quand même à la ligne, mais qu'il n'y a pas de point final. Waouh. Déjà, merci pour toutes les remarques. Effectivement, on a un petit peu retravaillé avec Alice Déon, mon éditrice, parce que j'avais beaucoup de textes qui se sont accumulés pendant 2 ans et demi. Et donc on a vraiment travaillé à faire en sorte qu'il y ait un début, un milieu, une fin, des personnages récurrents, que les choses se répondent, que ça soit un peu construit de manière intelligente et pensée. Et cette fin, c'est une non-fin, effectivement, mais en même temps c'est une fin. Mais c'est... voilà, on parlait de Dinard tout à l'heure. Il y a eu 4 très belles émissions chez Laura Adler l'an dernier, dans l'heure bleue. 4 entretiens d'1 heure, notamment à propos de l'établi. Et il dit ce que tous les gens qui sont passés par l'usine disent, on ne pourra jamais oublier ça. On ne pourra jamais oublier ça. Ça fait un peu le truc d'ancien combattant. Et là, tu vois, je reprends le parallèle dans lequel je verse volontiers. C'est une telle expérience que elle est inscrite en moi et elle ne sera jamais inscrite en moi. Là, j'ai la chance que ce bouquin rencontre un peu de succès, mais je sais que si dans 2 ans, c'est plus le cas, je pourrais y retourner. Maintenant, je sais ce que c'est. J'ai plus peur d'y aller. Ça me ferait pas plaisir, mais... puis bon, je pense que l'abattoir de Vélez, je suis un peu grillé, mais je peux y retourner et je rends hommage tous les jours à ces gens-là. Tous les jours. Comment je peux pas être le plus heureux du monde? Moi, il y a 6 mois, je poussais des carcasses, et là, je suis avec vous ce soir, quoi. Demain, je suis à Toulouse, après-demain à Carcassonne. Ça va, quoi, je vais pas me plaindre. C'est juste une merveille que la littérature permette encore ça, quoi. Et ouais, cette guerre-là contre moi-même que j'ai menée pendant 2 ans et demi, 3 ans, ouais, je crois que je l'ai gagnée. Et je l'ai gagnée avec la littérature. Pas à la force de mes bras, et voilà. Des conclusions, on peut peut-être... Oui. Alors,
Il y a quelques questions. Ah oui, Oui, est-ce qu'on prolonge 5 minutes par quelques questions? Au revoir. J'ai pris, mais il y aurait eu plein de choses à dire. Enfin bon, quand même, une petite remarque. Bon, justement, toi, tu as été en usine, par nécessité. Et puis ton parcours, il y avait un avant, il y avait un après. Et puis aujourd'hui, il y a des travailleurs qui continuent, y compris d'y rester pour d'autres objectifs, et qui par ailleurs pourraient très bien faire de la littérature. Enfin, c'est une petite remarque comme ça. Moi, je voulais te demander, est-ce que comment tu viens à l'écriture, Joseph, parce que c'est assez extraordinaire ce livre. Est-ce que tu écris depuis? Est-ce que c'est J'ai toujours écrit. T'as toujours écrit. J'ai toujours écrit. Quand j'étais gamin, j'étais une petite famille prolétaire, pas beaucoup de sous. Donc pas beaucoup de sous, c'est pas pratique pour draguer les filles. C'est mieux de pouvoir faire des cadeaux de temps en temps. Donc j'avais pas de scooter non plus. Donc ça c'était pas pratique pour les organisations de scooter. J'ai jamais su jouer de la musique. Alors ça c'est bête. Donc j'étais pas le mec à la guitare qui est. Ouais, différemment. Ah bah merci beaucoup. Et je pense que c'est un livre que je lirai à haute voix. Avec grand plaisir. Et puis en plus, j'étais moche, j'avais des boutons plein la gueule. Et donc ma seule manière de draguer les filles, que j'ai trouvé moi, qui était un grand lecteur, c'était de leur écrire des lettres d'amour. Alors des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Et quand ça marchait, des fois elles se rendaient compte que j'étais pas le mec aussi bien que celui qui écrivait. Donc elles me quittaient. Et donc il y avait encore plus de raisons de leur écrire parce que je m'épanchais du fait que. Et donc c'était vraiment l'écriture pour draguer. Et puis j'ai toujours beaucoup lu. Et puis ensuite par mes fonctions d'éducateur, j'ai beaucoup travaillé sur le langage, parce que voilà, quand on est éducateur, le principal truc sur lequel on travaille, c'est le rapport au langage avec l'autre. Quand c'est un grand autiste, il faut trouver des mots communs pour arriver à se dire. Quand c'est les gamins de Nanterre avec lesquels je bossais, je fais un dessin, ils sont comme ceux d'Argenteuil, quoi. Moi j'arrive, je parle comme ça, eux c'est vas-y, machin, tout ça. Et donc oui, il fallait aussi trouver un langage commun. Et parallèlement, en plus, par passion, je faisais du journalisme indépendant dans une revue qui s'appelait Article 11. Et puis en 2012, j'ai eu l'occasion de sortir Nous la Cité chez Zone, donc à la découverte, qui était un atelier d'écriture que j'avais mené pendant 2 ans avec. Donc j'ai toujours écrit en fait. J'ai toujours écrit. Et puis là, avec cette épreuve-là, il fallait encore plus que j'écrive. Il fallait encore plus que j'écrive, parce que sinon ça aurait été. Est-ce qu'il y a une question? Non. Bon. Bah non, j'espère pas vous avoir plombé quand même. Il y a des moments où on rigole autant que dans les billets de Nicolas qui m'écrit, qui sont quand même très très drôles aussi. Voilà. Ce que je propose, c'est que Joseph, tu vas continuer à rester à discuter avec les gens plus individuellement, et puis peut-être à dédicacer quelques livres. Voilà, un livre qu'on vous recommande vraiment chaudement. Et c'est vraiment une très belle aventure littéraire. Voilà.